Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Donc bonjour, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Thomas Briche, je suis étudiant à Sciences Po Reims en deuxième année, programme Europe-Amérique du Nord, majeur politique et gouvernement. Je ne sais pas si c'est très utile, mais vaut mieux trop que pas assez. Donc dans ce podcast, on va parler de la série Narcos, qui est écrite par Chris Brancato, Doug Miro et Carlo Bernard. La série, elle est réalisée par José Padilla et elle est produite et diffusée par Netflix, donc le géant du streaming américain comme on le connaît. La série elle va retracer l'histoire de la guerre contre la drogue menée par les États-Unis en Colombie. On va suivre en fait le personnage de Steve Murphy, un jeune agent de la DEA, donc la Drug Enforcement Administration, donc qui est l'agence fédérale états-unienne qui dépend du département de la justice américaine et qui est censée assurer le respect des lois concernant les drogues. Donc ce personnage de Steve Murphy, il est envoyé en Colombie au début des années 80 pour démanteler le cartel de Medellín. Donc le cartel de Medellín, c'est quoi ? C'est une association des plus puissants narcotrafiquants de Medellín sur lequel règne Pablo Escobar. Donc Pablo Escobar, c'est un personnage qui est évidemment extrêmement important dans la série Narcos. Donc Pablo Escobar, c'est un ancien contrebandier. On voit cette dimension de contrebandier vraiment à tout début du premier épisode de la première saison, où on le voit passer avec une suite de camions remplis d'objets de contrebande sur un pont. C'est la première scène du show, il me semble. Donc, un ancien contrebandier, Pablo Escobar, qui va se lancer dans la production et l'exportation de cocaïne après sa rencontre avec un chimiste chilien. Et très vite, en fait, il va mettre en place un réseau assez lucratif de drogue vers Miami et les États-Unis, en corrompant, on peut le dire plutôt allègrement, la police locale. Et ce, pour éviter tout désagrément. Donc ça, cette corruption, elle est aussi présente dans la série, notamment grâce à la phrase « plata o plomo », qui est une phrase quand même très marquante de la série, qui veut dire littéralement le plomb ou l'argent. Donc, ou je te mets une balle dans la tête, ou tu prends mon argent et je te corromps. Personnellement, le choix est rapidement fait pour moi, mais il y a peut-être des policiers intègres quelque part en Colombie. Tant mieux pour eux. Donc la série, elle va décrire la vie réelle, mais quelque peu romancée, comme on va le voir, du baron de la drogue, donc Pablo Escobar. La série va bénéficier d'une très très bonne réception et elle va entrer très rapidement dans le top 50 des meilleures séries télévisées selon le classement d'IMDb, donc Internet Movie Database. Elle reçoit d'ailleurs de nombreuses récompenses comme un Golden Trailer Award et elle est également nommée aux Golden Globes, donc les Oscars des séries télévisées, dans la catégorie meilleure série télévisée dramatique et dans la catégorie meilleur acteur dans une série télévisée dramatique, pour le coup, pour Wagner Moura qui joue donc le personnage de Pablo Escobar. De plus, pour entrer un peu dans les détails, pour les petites anecdotes, la série a bénéficié d'une stratégie publicitaire sans précédent avec une immense campagne de communication qui est basée sur la soi-disant réalité historique de l'intrigue. Le président de la Colombie Juan Manuel Santos va admettre que la série est plutôt bien. Et d'ailleurs, le gouvernement colombien il va subventionner la production de la première saison. Donc on peut dire que Narcos c'est vraiment un succès pour Netflix, c'est que la série va se positionner comme une des meilleures productions de la plateforme, et ce, d'après les dires de son directeur des programmes, Ted Sarandos. Donc dans ce podcast, on va se concentrer sur les 2 premières saisons de la série qui racontent quelque part la montée en puissance et la chute de Pablo Escobar, ainsi que sa traque, parce que c'est assez nuancé dans les propos, on suit la police et on suit Pablo Escobar. Donc on verra dans un premier temps que la série elle est plutôt fidèle à l'histoire de la DEA et des 2 policiers, donc Steve Murphy et Javier Peña, qui sont incarnés respectivement par Boyd Holbrook et Pedro Pascal. On va ensuite voir que la série elle reste également plutôt fidèle à l'histoire de Pablo Escobar et à celle du cartel de Medellín. Mais néanmoins, on va voir que la série elle n'est pas exempte de défauts d'un point de vue historique et que la réalité elle est parfois romancée, voire très romancée pour satisfaire des codes scénaristiques, dramatiques, pour créer une tension... pour tous ces procédés-là. Donc concentrons-nous dans un premier temps sur la fidélité de la série par rapport à l'histoire de la DEA et des policiers Steve Murphy et Javier Peña. Donc parlons d'abord de la DEA. Donc la DEA c'est quoi ? Comme on l'a dit plus tôt, c'est une agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogue aux États-Unis.
Donc l'agence, elle est fondée en 1973, mais pourquoi est-ce qu'elle est fondée? En fait, c'est lié au contexte de War on Drugs, qui est aux États-Unis. Donc historiquement, la guerre planétaire contre la drogue, si vous voulez, remonte au début du siècle avec la première conférence sur le sujet en 1909. Mais l'expression War on Drugs, elle va rester attachée au président Richard Nixon, qui est président de 69 à 74, et qui va en fait utiliser cette notion dès 1971 évidemment, pour montrer sa motivation et son ambition à stopper tous les trafics illicites de drogue. Donc cette War on Drugs, elle va être dotée de moyens importants et elle va être fortement soutenue par l'administration Reagan, donc qui est président de 1981 aux États-Unis toujours, de 1980 à 1989. Et en fait, elle va être soutenue par l'administration Reagan à la fois sur le sol américain, mais également en Amérique latine, donc essentiellement en Colombie, Pérou et Bolivie. Et ça, on le voit dans Narcos. Donc comme on le voit déjà par la présence d'agents américains de la DEA en Colombie, mais également par la présence de Ronald Reagan directement dans le générique de la série. Donc comme on l'a dit précédemment, la Drug Enforcement Administration, donc la DEA, elle est créée en 1973. Et parmi les mesures que cette agence elle prend, on peut notamment citer le renforcement des peines de prison. Renforcement des peines de prison qui touche également les trafiquants étrangers. Et ça, on le voit dans Narcos à travers le fameux slogan « Better grave in Colombia than a cell in the US ». Donc, vaut mieux une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis. Et ça, c'est un slogan, une phrase qui revient qui revient assez beaucoup, ça ne se dit pas, mais qui revient plutôt pas mal de fois, en fait, notamment lorsque toute la question de l'extradition, elle est traitée dans la série, quand c'est un arc narratif, et qu'en fait, les trafiquants colombiens ont peur d'être extradés aux États-Unis parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir finalement corrompre aussi facilement les autorités américaines que les autorités colombiennes. Ensuite, second point qui lie la réalité de la DEA et la série, c'est la relation entre la DEA et la CIA. Donc dans les années 80 et 90, la DEA, elle agit aux côtés de la CIA en Amérique latine, mais dès les années 80, donc dès le tout début de leur collaboration, la CIA, elle est elle-même un obstacle pour la DEA. Je m'explique. En fait, la CIA elle a une préoccupation principale à ce moment-là, c'est vraiment la lutte contre le communisme. En fait, les trafics de drogue internationaux, c'est pas vraiment leur priorité. Et ça, on le voit dans la série Narcos, à travers l'agent de la CIA, Bill Stechner, qui n'hésite pas à bloquer la DEA en soutenant des trafics de drogue, et ça pour financer sa lutte à lui contre le communisme. Donc, comme je viens de le dire, leur préoccupation principale. Et d'ailleurs, le personnage de Bill Stechner ou de Mr. Green, il est basé sur un vrai agent de la CIA qui est nommé Félix Ismael Rodriguez. Et d'ailleurs, en parlant de personnages basés sur des vrais agents, on peut forcément évoquer le personnage de Javier Peña et de Steve Murphy, donc qui sont les deux principaux personnages de la série du côté de la police, qui sont des vrais agents de la DEA, qui ont travaillé ensemble dans les années 80 et 90 pour traquer Pablo Escobar. D'ailleurs, le vrai Steve Murphy va dire que la violence décrite est entièrement vraie. Il va souligner que les meurtres des milliers de personnes étaient aussi réels que possible dans le show. Peña et Murphy, les vrais Peña et Murphy sont d'ailleurs consultants dans la série, sur la série dans la pré-production et la post-production. En 2019, donc 4 ans après le début de la série, ils vont sortir un livre qui s'appelle Manhunters, How We Took Down Pablo Escobar, donc chasseurs d'hommes, comment nous avons fait tomber Pablo Escobar, qui va suivre la chronologie de la série et donc de l'histoire, parce que la série est quand même plutôt très réaliste sur cette traque de Pablo Escobar. Et c'est pour ça d'ailleurs que le vrai Peña, il va dire que la chronologie de la série est extrêmement précise, pour reprendre ses mots. Ensuite, pour lier l'histoire encore une fois à la fiction, on va avoir des photos d'archives qui vont montrer que certaines scènes ont réellement eu lieu, donc notamment la mort de Pablo Escobar. Donc la mort de Pablo Escobar, voilà, effectivement, ils prennent une photo sur le cadavre de Pablo Escobar, et en fait, la photo affichée dans la série, c'est pas la photo prise avec les acteurs de la série, mais la photo prise avec les vrais agents, donc 30 ans plus tôt. C'est un peu compliqué, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, ça c'est pour la DEA et Steve Murphy et Javier Peña. Donc Pablo Escobar qu'on vient d'évoquer, malheureusement sa mort, enfin malheureusement ou bien heureusement, je sais pas trop, mais donc en parlant de Pablo Escobar, la série elle est également plutôt fidèle sur le gros de son histoire, un peu moins dans les détails comme on va le voir dans quelques instants, mais l'histoire de Pablo Escobar et son ascension dans le crime est plutôt réaliste dans les grandes lignes.
Déjà, on peut dire que cette ascension, elle est basée sur des images, enfin, la représentation de cette ascension, elle est basée sur des images d'archives d'Escobar, parce qu'il faut savoir que pour la petite anecdote, Pablo Escobar aimait beaucoup se filmer dans sa vie de tous les jours, et donc du coup, ça a permis à la production d'avoir le maximum de détails sur son train de vie, ses expressions, sa manière de s'habiller, les lieux, etc. Et donc du coup, de faire un vrai travail de retranscription et de reconstruction historique. Et on peut prendre 3 exemples qui retracent bien l'ascension de Pablo Escobar à la fois dans la série, mais également des exemples qui ont eu lieu dans la vraie vie. Donc tout d'abord, par exemple, puisque j'ai une liste sous les yeux, donc je vais parler de son arrestation, la toute première dans le pilote, où en fait Pablo Escobar, par excès de confiance, comme d'habitude, va se faire arrêter, va se faire prendre en photo par un policier, va faire un sourire assez ironique. Et ça, c'est un mugshot qui existe vraiment. Et encore une fois, c'est le même procédé que pendant la mort de Pablo Escobar. C'est-à-dire que quand la photo est prise, il ne nous montre pas la photo de Wagner Moura qui est en Pablo Escobar et qui prend la photo. Il nous montre directement la photo de Pablo Escobar. Un autre point qui lie l'ascension de Pablo Escobar dans la vraie vie et dans la série, c'est son élection en tant que député. Donc, à mesure que son empire de la drogue se construit, Escobar, il va nourrir des ambitions politiques qu'on voit clairement dans la série. Et vu qu'il est né dans la misère, il va s'attirer la sympathie du petit peuple, entre guillemets. Un petit peuple, c'est pas du tout péjoratif, mais il va s'attirer leur sympathie en leur offrant du travail. Donc, contre l'avis de son cartel, donc du cartel de Medellín, il va se présenter avec un homme de paille et se faire élire député adjoint à la Chambre des représentants, donc au Congrès colombien. Et même s'il est très populaire dans son lieu de prédilection, donc Medellín, il est vite évincé par les politiciens de la Chambre. Et ça, on peut le voir notamment dans la série, dans une scène plutôt mémorable où, alors qu'il est à la Chambre des députés, il se fait tout bonnement humilier par l'un des députés présents. Il se fait renvoyer de la Chambre des députés. Et ça, cette scène, elle est très importante dans la série parce qu'elle va montrer à quel point Pablo Escobar est rancunier et ça va montrer aussi qu'il cultive son esprit de vengeance. Et donc, du coup, cette scène, c'est une marche de plus dans son ascension. Ensuite, 2 événements qui ont également eu lieu dans la vraie vie et qui sont dépeints dans la série, c'est des événements qui se suivent. C'est tout d'abord la tentative de meurtre contre César Gaviria, donc le candidat à l'élection présidentielle de 89. Il faut savoir qu'en fait, on a déjà évoqué ce moment-là, mais tout l'arc autour des questions d'extradition, en fait, elles étaient soutenues par pas mal de candidats à l'élection de 89 en Colombie. Pablo Escobar, il va réussir à en faire tuer 3 sur 5 et il va faire une tentative de meurtre sur César Gaviria. Sauf qu'elle va prendre des proportions tout bonnement horribles, cette tentative de meurtre, parce qu'il va commanditer un attentat sur le vol 203 Avianca, sur un avion donc civil, et va tuer 110 personnes. Heureusement non plus, mais Gaviria n'est pas monté à bord et il va être élu président de la République de Colombie en 1989, et donc ça c'est plutôt pas mal. Et en fait, après cet attentat, donc dernier événement qui est présent dans la série et dans la vraie vie, c'est qu'après cet attentat, Pablo Escobar, il va commencer vraiment à perdre l'appui du peuple parce qu'il va passer de cette figure de Robin des Bois à celle de terroriste, tout simplement. Et le narcotrafiquant, Pablo Escobar, oui, donc le narcotrafiquant, il va finir par obtenir un accord avec le gouvernement colombien. Il dit qu'il se rend et qu'il met fin à ses actes sanglants, mais à ses propres conditions. Donc il va obtenir le droit d'aménager sa propre prison, surnommée érodiquement la cathédrale, et qui va d'ailleurs prendre plus des allures de penthouse que de prison, qui est d'ailleurs surnommé l'hôtel Escobar. Et en fait, ça on le voit déjà, ce côté vraiment très écoutez, voilà, c'est moi le patron et je fais venir tout le monde. Il fait venir des prostituées, de la drogue, tous ces sicarios sont dans la prison avec lui. Et il va s'échapper de cette prison en 92 dans une scène que l'on retrouve également dans la série. On peut mettre une petite mention honorable quand même pour la scène de mort de Pablo Escobar qu'on a évoquée plus tôt, qui est tournée sur le même toit que la vraie mort de Escobar, avec les mêmes tenues, etc., pour un peu plus de fidélité historique. On peut dire que le cartel de Medellín aussi est plutôt bien représenté, donc notamment la guerre contre le cartel de Cali, présent dans la saison 2 de la série et dans les années 90 dans la vraie vie, ou encore le narcoterrorisme du cartel de Medellín, donc narcoterrorisme basé, comme on vient de le voir, sur l'assassinat de personnalités politiques, de personnalités publiques, de journalistes, etc., ou encore narcoterrorisme qui est basé sur la création du mouvement MAS, qui est Muerte a Secuestradores, qui est montré, je suis désolé pour mon espagnol qui est tout bonnement pitoyable, et ça on le voit dans la série, donc la création de ce groupe-là, mais également l'alliance avec le mouvement de guérilla colombien M19, et donc ça on le voit notamment dans la prise du palais de justice, me semble-t-il, dans la série comme dans la réalité. Mais la série, elle manque pas de défauts et certains éléments sont romancés dans des objectifs, comme on l'a dit précédemment, scénaristiques et dramatiques.
Donc déjà, le chercheur Luis Rivera Vélez, il va parler d'une histoire décolombianisée de la Colombie, en disant tout d'abord que les Colombiens dans la série sont représentés comme étant seulement des victimes de la drogue ou des trafiquants, et donc du coup ça crée un vrai problème d'identification pour les Colombiens. De plus, les personnages colombiens sont rarement incarnés par des acteurs colombiens, et donc du coup avec les accents c'est un peu compliqué pour l'identification. En effet, le personnage de Tata, incarné par Paulina Gaitán, elle est mexicaine, le personnage de Gacha, incarné par Luz Guzmán, il est portoricain, et même le personnage de Pablo Escobar, incarné par Wagner Moura, est brésilien. Enfin pas les personnages, mais les acteurs sont donc pas colombiens. Et donc, du coup, par exemple, Wagner Moura qui joue Pablo Escobar est brésilien, ce qui va créer un problème d'accent déjà, mais c'est pas le seul souci, parce que si on accepte l'espagnol mal parlé, mal prononcé, je ne sais que dire, le problème c'est que l'acteur il doit interpréter un personnage ancré dans une culture qui permet une identification du spectateur à la scène qu'il est en train de regarder. Et même un très bon script, on peut le dire, a du mal à faire ressentir un peu l'argot, l'ambiance des gangs de Medellín dans les années 80. Et sans cette fidélité culturelle, quelque part, la série elle perd toute sa crédibilité pour le public colombien. Mais le personnage de Pablo Escobar, il n'est pas seulement critiqué pour l'accent et pour le manque de fidélité culturelle. En effet, son fils, Juan, il va évoquer plusieurs erreurs, plusieurs faussetés dans la série liées au personnage de Pablo Escobar. Donc il va d'abord dire que son père, donc Pablo Escobar, est mystifié dans la série parce qu'il est bien plus méchant et cruel en vrai. Il va dire que la fuite de la cathédrale est pas réelle pas réellement comme elle s'est passée dans la série, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas eu d'affrontement si intense, il y a eu seulement un mort. Il n'y a pas eu d'aide de la justice pour s'échapper de la prison, alors que dans la série, il courroie un policier pour partir, etc. Ensuite, il n'y a pas eu de répartition des villes par les cartels de Medellín et de Cali. Donc dans la série, il y a cette scène où en gros Pablo Escobar dit bah écoutez, vous récupérez New York, on garde Miami. Et pour le coup, ça n'a pas eu lieu dans la vraie vie. Le personnage de Tata n'est pas vrai parce qu'elle n'a jamais utilisé ou acheté d'armes à feu ni tué personne dans la vraie vie. La fin de vie de Pablo Escobar n'est pas représentée correctement dans la série non plus parce qu'il n'a plus de sicarios dans la vraie vie, il est seul. La cavale de Pablo Escobar d'ailleurs que Juan a vécu n'est pas aussi luxueuse que dans la série. Au contraire, dans la vraie vie, la famille était vraiment dans une misère folle, ils vivaient dans des taudis, etc. Et un point qui est important, qui n'est pas relevé par Juan Escobar, mais qui est quand même important, c'est que le personnage d'Horacio Carrillo, donc le leader des forces colombiennes chargé de traquer Escobar dans la série, en fait, il n'a pas existé. C'est un personnage qui est créé, pas de toute pièce, parce qu'il est inspiré du colonel Hugo Martinez dans la vraie vie, mais c'est un personnage qui n'a pas existé. Et ça, c'est un vrai problème, parce que voilà, pour une fiction qui se veut historique, pour une fiction qui se veut le plus proche de la réalité historique, avoir un personnage si important qui n'a juste pas existé dans la vraie vie, c'est problématique. Donc on vient de voir qu'il y avait bon nombre de défauts et d'incohérences historiques qui sont faites et mises en scène pour ajouter des scènes d'action et des moments de tension dans la série. Donc moi, pour donner mon petit avis sur la série, voilà, vous le prenez ou non, mais c'est une série que j'ai trouvé sympathique à regarder. Ça m'a pas posé de problème de la regarder. J'ai regardé les 2 premières saisons, mais que j'ai pas trouvé marquante. J'ai trouvé que les acteurs étaient plutôt bons. Voilà, parce que moi je pense que j'ai pas ce problème avec les accents hispaniques, je les repère pas, donc quelque part ça me gêne pas dans l'immersion. Mais si je pouvais faire 2 reproches, c'est que d'abord la série elle est trop inspirée du modèle du gangster des films américains, donc voilà, Scarface, l'ascension, la chute, et c'est vraiment une storyline qu'on a déjà vue, une construction scénaristique qu'on a vue et qu'on a revue, et que donc du coup ça rend la série pas unique. Deuxième petit reproche, c'est que je trouve que la série perd vraiment de son intérêt après la mort de Pablo Escobar, donc à la fin de la saison 2. Voilà, la série est plus si bien parce que du coup on n'a pas cette tête, voilà, on connaît bien mieux le personnage de Pablo Escobar que les personnages du cartel de Cali. D'ailleurs je pourrais pas vous citer un seul nom, c'est pour vous dire. Et ensuite un bon point quand même que j'ai trouvé, c'est qu'on est vraiment immergé dans les années 80 en Colombie avec les costumes, les décors, l'ambiance, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, pour finir, pour répondre à la question, est-ce que l'histoire est un prétexte ou un contexte dans cette série ? On peut dire déjà que c'est dans la grande partie quand même un contexte, parce que ça permet de raconter l'histoire de Pablo Escobar, de Steve Murphy et de Javier Peña. Et d'ailleurs, ça on le voit que c'est un contexte, parce que à la fin de la saison 2, quand Pablo Escobar meurt, Steve Murphy et Pablo Escobar disparaissent de la série, comme dans la vraie vie, avec leur intervention historique qui s'arrête. Mais on peut également dire que c'est un prétexte, parce que déjà, il y a de nombreuses faussetés historiques qui sont faites pour mystifier le personnage de Pablo Escobar.
Et un autre point qui nous dit que c'est un prétexte, c'est que le personnage de Javier Peña, en fait, il est dans la saison 3 et il cherche à démanteler le cartel de Cali, alors que dans la réalité, il n'était pas du tout impliqué dans cette affaire. Donc on peut dire que l'histoire, c'est un prétexte dans certains cas pour profiter de la célébrité, déjà du narcotrafic dans la fiction, pour utiliser la célébrité des acteurs et de la série en général, donc pour faire de nouvelles saisons, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un spin-off. Et on peut dire que l'histoire, elle est utilisée vraiment par moments comme prétexte pour raconter une histoire qui n'est pas forcément fidèle à l'histoire avec un grand H, et qui donc du coup permet juste d'exploiter un peu le buzz et l'argent généré par la série. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que vous avez passé 20 minutes agréables avec moi. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger animal.